Bon, juste avant d'entrer dans le vif du sujet de notre exploration d'aujourd'hui, il y a une règle de base incontournable à poser. Ouais, c'est vraiment important. Comme on va aborder des notions qui touchent à la santé mentale, je précise que ce contenu est proposé à des fins purement éducatives et ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. Absolument. La santé mentale, ça a ses propres complexités, et un accompagnement spécialisé reste la norme dès que le besoin s'en fait sentir. Voilà, le cadre est posé, alors plongeons directement dans une situation que la grande majorité d'entre nous connaît intimement. Hmm, Imaginons la scène. Le réveil sonne. Et avant même d'avoir posé le pied par terre, paf, une vague de tristesse, ou une anxiété sourde, ou même les premiers signes d'un brouillard dépressif qui s'installe. c'est rude dès le matin, ça. Ouais. Et l'instinct premier face à cette agression invisible, la réaction presque animale en fait, ça consiste à se barricader. On retient littéralement son souffle. On serre la mâchoire. Exactement. On essaye de forcer le passage. L'objectif de la journée se transforme en une mission de survie, genre ne pas ressentir la douleur, s'engourdir par tous les moyens, juste pour tenir le coup jusqu'au soir. Et c'est là qu'on trouve un point de bascule, parce que l'humain réagit naturellement comme ça. L'idée que la douleur émotionnelle est une anomalie à corriger d'urgence ou à supprimer, c'est profondément ancré dans nos réflexes. Bien sûr. Pourtant, les recherches qu'on analyse aujourd'hui mettent en lumière une réalité très différente. Et si cette tentative désespérée d'effacer le négatif constituait exactement le carburant qui alimente ce mal-être? Attends, donc essayer de supprimer le négatif, ça empire les choses. C'est ça. La véritable solution, étudiée par les spécialistes, ce n'est pas de vider l'existence de toute forme de douleur. L'absence de tristesse ne crée pas automatiquement la présence de la joie. Il s'agit plutôt d'un changement d'approche assez radical concernant notre façon d'être au monde. D'accord, donc autrement dit, survivre n'est pas vivre. Ce qui nous amène vraiment au cœur de notre sujet, à savoir comment le simple fait de modifier délibérément notre rythme mental, de ralentir, peut transformer notre interaction avec la réalité. Tout à fait. Et à la fin de cette écoute, l'objectif, c'est de comprendre cette mécanique. D'ailleurs, c'est pas de la philosophie de comptoir, hein. Ça s'appuie sur le fonctionnement même de notre esprit. D'accord. Décortiquons un peu ça. Les documents de recherche parlent de ce fameux concept de vivre pleinement. Hmm. En lisant ça, ma première réaction, c'était de me dire, bon, c'est une formule un peu creuse pour dire soyez heureux. Ouais, on entend ça partout. Mais la définition scientifique est beaucoup plus exigeante que ça. Ah bon? Exigeante comment? Elle est exigeante parce qu'elle demande d'abandonner le mode défensif. Vivre pleinement, au sens clinique du terme, ça requiert une acceptation radicale. C'est la capacité de rester ouvert et présent, que l'expérience en cours soit super agréable ou profondément douloureuse. Donc la souffrance fera partie de l'équation, quoi qu'il arrive. Inévitablement. La différence majeure, elle réside dans la friction. Lorsqu'on cesse de lutter contre la simple existence d'une émotion difficile, l'énergie mentale qu'on économise est colossale. Et cette énergie devient alors disponible pour maintenir ce que les chercheurs appellent l'équilibre. Pour bien comprendre ce point, il faut qu'on s'attarde sur l'anatomie de cet équilibre. Absolument. Les sources le divisent en 4 piliers fondamentaux. Alors on a les objectifs, l'attention, la cognition et les émotions. Présenté comme ça, on dirait un peu un sommaire de manuel de psychologie, j'avoue. C'est vrai, mais leur interaction au quotidien est redoutable. Prenons le temps d'examiner cette mécanique, parce que tout repose sur cet engrenage. Vas-y, je t'écoute. Alors le premier pilier, ce sont les objectifs, ce qui englobe notre motivation, notre moteur interne. Le deuxième, c'est l'attention, la lampe torche de notre esprit, en gros ce sur quoi on choisit de se focaliser. Très clair. Le troisième, la cognition, ça représente le filtre à travers lequel on interprète la réalité. Et le quatrième, les émotions ou l'affect correspond au ressenti viscéral. Ce qui est vraiment crucial ici, c'est que ces quatre piliers sont interdépendants. Ils fonctionnent comme un château de cartes ou un jeu de dominos. D'accord, on voit très bien comment la dépression ou le stress chronique agit là-dessus. C'est pas juste un coup de déprime passager, c'est une attaque systémique. C'est le mot, oui. Imaginons un exemple banal. On reçoit un courriel d'un supérieur qui dit simplement « Ton dossier est correct, on en reparle demain ». C'est une phrase totalement neutre. Ouais, très banal. Mais voyons comment un système déréglé va la traiter en cascade. Exactement. Le pilier de l'attention, d'abord, va se braquer de façon obsessionnelle sur le mot correct, ignorant complètement le fait que le dossier a bien été validé. La fameuse vision en tunnel. C'est ça. Ensuite, la cognition, ce filtre d'interprétation dont on parlait, va entrer en jeu. Correct devient synonyme de médiocre, ce qui se traduit par « je suis incompétent et je vais perdre mon emploi ». Ah oui, la catastrophe.
Voilà, le troisième domino tombe. Les émotions s'effondrent, ça génère de la panique ou un profond désespoir. Et finalement, le dernier pilier, les objectifs, est détruit. La motivation à ouvrir l'ordinateur le lendemain matin disparaît totalement. L'engrenage est complet. Et face à un tel naufrage intérieur, on entend super souvent le conseil de «Oh, il faut penser positif». Honnêtement, quand on est bloqué dans cette spirale, s'entendre dire de chercher des émotions positives, ça donne surtout envie de lever les yeux au ciel. C'est sûr. Ça ressemble à un pansement ridicule sur une fracture ouverte, franchement. C'est une réaction super légitime si on considère le positif comme une forme de naïveté. Or, les données montrent que générer des émotions positives, ça n'a rien d'une fuite de la réalité. C'est une véritable stratégie biologique. Biologique. Oui. Carrément. Oui. Les recherches prouvent que cultiver des émotions positives modifie activement la physiologie. Ça renforce la résilience face aux facteurs de stress ultérieurs, ça élargit le champ des solutions perçues par le cerveau. C'est fascinant. Et ça a même un effet protecteur mesurable sur le système immunitaire. Loin d'être de la pensée magique, c'est la reconstruction brique par brique du système immunitaire psychologique. D'accord. Parce que si on laisse la spirale négative tourner sans opposition, elle devient la seule réalité neurobiologique disponible. Donc, si bloquer sa respiration et se raidir pour encaisser le choc émotionnel ne fonctionne pas, comment on fait concrètement pour inverser la tendance? Hmm. Les sources mettent en avant la pleine conscience. Alors, le terme est omniprésent aujourd'hui au point d'en devenir parfois irritant. On a souvent cette image d'Épinal de la méditation parfaite dans un silence absolu, sans aucune pensée. Ouais, le cliché zen. Voilà. Mais l'approche documentée ici, ça ressemble davantage à une technologie humaine d'urgence. Hmm. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut oublier ces clichés de perfection. La pleine conscience clinique, c'est un outil de court-circuitage très pragmatique. Commençons par la physiologie de base, la respiration. Ok. Lorsqu'une pensée angoissante surgit ou face à une douleur, la réaction corporelle immédiate, c'est l'apnée. Le diaphragme se bloque, les muscles se contractent. Le corps se fige littéralement en mode combat ou fuite, même si la menace est juste un simple courriel. Exactement. Et cette apnée envoie un signal d'alarme retentissant au cerveau reptilien. Ça confirme qu'il y a un danger mortel imminent, ce qui décuple l'anxiété. Prêter une attention délibérée à la respiration vient interrompre mécaniquement cette boucle, Juste en respirant. juste en respirant. Le simple fait d'inspirer consciemment et de relâcher le ventre informe le système nerveux que la survie n'est pas menacée. Ça crée un ancrage physique. C'est le frein d'urgence. T'as le frein d'urgence. À partir de ce point stable, l'esprit peut observer la tempête des pensées ruminantes. L'idée fondatrice, c'est de les regarder passer comme des nuages dans le ciel. On identifie la présence de la pensée angoissante, mais on refuse de monter dans le train avec elle. C'est logique en théorie, mais bon, soyons réalistes 2 minutes. La plupart du temps, la réalité ressemble plutôt à courir après un bus tout en répondant à un texto avec une liste de courses en tête. C'est la vie moderne, ça. D'ailleurs, c'est amusant de penser qu'en ce moment même, beaucoup doivent écouter cette analyse tout en conduisant, en cuisinant ou en travaillant. La société moderne a un peu élevé le multitasking, l'art de faire plusieurs choses à la fois, au rang de vertu suprême. On s'en vante presque. Une vertu qui s'avère extrêmement coûteuse. La science est catégorique sur ce point, le cerveau humain est incapable de traiter plusieurs tâches cognitives simultanément avec fluidité. Ce qu'il fait en réalité, c'est de l'alternance rapide. Ils zappent, quoi. Il zappe, il passe frénétiquement d'une tâche à l'autre, et chaque bascule demande un effort. C'est ce qu'on appelle le coup de changement de contexte, non? Tout à fait. Ce coup de changement d'attention épuise les réserves d'énergie mentale à une vitesse folle. Et voici le danger principal pour une personne vulnérable au stress ou à la dépression. Un cerveau fatigué perd sa capacité d'inhibition. Lorsqu'on fait la vaisselle tout en écoutant une réunion et en repensant à une dispute, on laisse d'énormes brèches ouvertes en arrière-plan. Ces espaces vides sont immédiatement colonisés par l'autocritique et la rumination. Le multitasking nourrit l'anxiété car il empêche toute forme de présence ancrée. Waouh. L'alternative proposée par les chercheurs semble alors presque trop simple, voire triviale. Il s'agirait de ramener son attention sur une tâche et de l'y maintenir par la force des sensations physiques. C'est ça. L'exemple de la vaisselle revient souvent dans les études. Concrètement, comment le simple fait de laver une assiette peut-il combattre la dépression? La clé réside dans la saturation sensorielle. Faire la vaisselle en pleine conscience signifie que l'on abandonne volontairement les ruminations sur le passé ou les angoisses sur le futur pour se concentrer exclusivement sur l'instant présent. D'accord.
On porte son attention sur la température de l'eau sur la peau, la texture glissante de la mousse, le bruit de l'éponge contre la céramique. Mais l'objection évidente ici, c'est que l'esprit va inévitablement vagabonder vers la dispute de la veille. On ne contrôle pas l'apparition des pensées. Absolument pas. Et le but n'est surtout pas d'empêcher les pensées d'apparaître, ce serait la fameuse lutte stérile dont on parlait au début. Ah d'accord. L'objectif est de s'entraîner à remarquer que l'esprit en vagabondé, puis de le ramener, doucement mais fermement, vers la sensation de l'eau tiède. Ce geste mental de retour à la sensation physique est l'équivalent d'une répétition musculaire pour l'attention. Une pompe pour le cerveau? Voilà. Cela renforce littéralement la capacité du cerveau à s'extraire des boucles négatives. Alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour notre quotidien? Cette immersion dans les sensations nous amène à une notion encore plus puissante que l'attention simple. Les documents s'attardent longuement sur la pratique qui consiste à savourer. Hmm. C'est bien plus que simplement remarquer le moment présent, c'est le prolonger, s'y baigner. Mais avant de parler d'agrumes et de coucher de soleil, il y a un concept neurologique évoqué par les sources qu'il faut absolument traduire en termes clairs. On y parle du réseau mode par défaut ou réseau par défaut du cerveau. Faisons une petite pause là-dessus. C'est une notion centrale, oui. Pour faire simple, le réseau par défaut, c'est un peu l'écran de veille du cerveau, c'est ça. C'est une excellente façon de le formuler. Le réseau du mode par défaut est un ensemble de régions cérébrales qui s'activent puissamment lorsque nous ne sommes pas engagés dans une tâche précise. Quand on rêvasse, en gros. Quand l'esprit divague, oui. Le problème, c'est que chez l'être humain, et particulièrement en période de vulnérabilité, cet écran de veille ne projette pas des images apaisantes. Ah, ça non. Il a une très forte propension à s'orienter vers la rumination, les regrets douloureux ou l'anticipation anxieuse de l'avenir. C'est le quartier général neurologique du ressassement dépressif. Donc, la question devient comment on désactive cet écran de veille toxique, et c'est là que le fait de savourer intervient de manière spectaculaire. Les chercheurs affirment qu'il est neurobiologiquement impossible d'être absorbé par des pensées négatives tout en savourant pleinement une expérience. C'est physiquement impossible, en effet. Le cerveau ne peut pas faire les deux. Non, car le cerveau fonctionne avec une bande passante limitée, comme un processeur informatique. L'acte de savourer sollicite activement les circuits neuronaux liés à la récompense, à la perception sensorielle aiguë et à la présence au monde. Je vois. Si on mobilise 99% de cette bande passante pour extraire le plaisir et la richesse d'un moment précis, on coupe littéralement l'alimentation en énergie du réseau par défaut. La rumination n'a plus assez d'électricité pour fonctionner. C'est fou. Prenons l'exemple très spécifique dans les recherches de la dégustation d'une orange. Évidemment, dans la vie courante, une orange, ça se mange en quelques secondes, au-dessus de l'évier, en lisant les actualités sur un téléphone. C'est classique. Appliquer la technique de la pleine conscience ici demande un changement de rythme volontaire. Cela demande d'en faire un événement en soi. Savourer l'orange commence par le toucher, sentir la rugovité de la peau. Puis vient l'acte de l'éplucher, observer la petite brume d'huiles essentielles qui s'en dégage et qui accroche la lumière. C'est presque poétique. Enfin, ressentir la structure des quartiers en bouche, la température, l'explosion complexe du jus, l'équilibre subtil entre le sucre et l'acidité. En écoutant ça, on pourrait se dire qu'on passe à côté de sa vie en expédiant ses repas. Et c'est justement l'argument scientifique. La dépression a tendance à aplatir le monde. Complètement. Elle enferme la victime dans une perception en noir et blanc, où tout est uniforme, terne, sans issue. Prendre 10 minutes pour manger une orange de cette manière, ou s'arrêter vraiment pour disséquer les nuances de couleurs d'un ciel en fin de journée, c'est pas un exercice de poésie, c'est une rééducation neuroplastique. Le terme est parfait. On force le cerveau à retrouver la couleur, la nuance, le contraste. Cette réintroduction de la nuance détruit progressivement la rigidité cognitive typique de l'état dépressif. Les connexions neuronales permettant de ressentir la joie et l'émerveillement, souvent atrophiées par le stress prolongé, se remettent à bourgeonner grâce à ces exercices d'attention ciblés. Mais bon, l'équilibre d'une vie ne se limite pas à ressentir l'eau de la vaisselle ou le goût des fruits. Ce serait une vision très microscopique. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, les sources élargissent la focale dans la dernière partie de l'analyse. Oui, il faut dézoomer. On y découvre que la résilience à long terme nécessite de lier ces petites actions à une structure beaucoup plus vaste. Et on aborde ici un terme qui a malheureusement été un peu abîmé par la psychologie de comptoir.
c'est la gratitude. Le terme a souffert de sa popularité, c'est certain, mais les données cliniques restent implacables. La gratitude, étudiée scientifiquement, n'a rien à voir avec le fait de se forcer à sourire quand tout va mal. C'est pas juste dire merci à l'univers. Non, c'est un entraînement systématique de l'attention pour repérer ce qui fonctionne. La dépression agit comme des œillères qui ne laissent passer que les signaux de menace et d'échec. Tenir un journal de gratitude, par exemple, force le cerveau à chercher des preuves du contraire. D'ailleurs, le format est important ici. Pourquoi insiste-t-on tellement sur le fait de l'écrire? Y penser juste avant de dormir, ça suffit pas. L'acte d'écrire implique une charge cognitive supplémentaire. Il faut formuler la pensée, l'organiser et utiliser la motricité fine pour la tracer sur le papier. Cet effort supplémentaire ancre l'information beaucoup plus profondément dans les réseaux neuronaux. C'est de l'apprentissage actif. Exactement. Prendre l'habitude chaque soir d'identifier une chose, même infime, qui a été agréable ou douce, modifie l'architecture du sommeil. Le cerveau plonge dans le repos sur une note de sécurité, avec la preuve concrète que la journée n'a pas été qu'une suite de menaces. Et sur le long terme, Sur la durée, les études prouvent que ces individus développent un optimisme structurel et se sentent profondément plus connectés à leur entourage. ce sentiment de connexion est vital. Car s'il y a bien une chose que la souffrance mentale produit, c'est un isolement féroce. La douleur a ce pouvoir terrible de nous enfermer à l'intérieur de nous-mêmes. L'attention est entièrement braquée sur la souffrance interne. Oui, c'est très autocentré. Et c'est là que l'alignement avec nos valeurs profondes, ou une forme de spiritualité, devient le dernier levier majeur évoqué par les recherches. La souffrance rend égocentrique. C'est un mécanisme de survie instinctif. Mais cet égocentrisme devient rapidement une prison. Chercher un but plus grand que sa propre humeur quotidienne permet de briser les murs de cette prison. S'ouvrir vers l'extérieur. Que ce soit à travers l'engagement associatif, une démarche spirituelle ou simplement la volonté farouche d'être un pilier pour sa famille, lier ses actions quotidiennes à une valeur fondamentale offre un point de référence externe. Quand la motivation interne s'effondre, c'est cette valeur externe qui permettent de continuer à avancer. L'énergie que nous dépensons, qui est souvent limitée quand on traverse des périodes difficiles, doit servir cette boussole interne, et non pas alimenter la lutte stérile contre nos propres pensées. C'est tout l'enjeu. Pour conclure cette réflexion vraiment dense, synthétisons les découvertes scientifiques en un plan d'action réaliste. Pas de révolution irréalisable, juste 3 ajustements précis de la mécanique mentale. Je t'en prie. Premièrement, casser l'apnée. Face au prochain pic de stress, l'objectif est simplement de remarquer la contraction physique et de relâcher le diaphragme. Respirer consciemment pour signaler au cerveau que l'urgence n'est pas vitale. C'est le point de départ incontournable. Deuxièmement, saturer la bande passante. Choisir une seule tâche quotidienne, comme boire un café ou plier du linge, et y investir 100% de son attention sensorielle. S'entraîner à ramener l'esprit sans jugement dès qu'il tente de fuir vers les ruminations. Et ça se travaille tous les jours. Élément concret, source de gratitude, et le noter clairement. C'est l'entraînement quotidien pour élargir le champ de vision de l'esprit. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule perspective de toutes ces analyses,